Bonjour à tous. Aujourd'hui, chez les Obscurolistes, on fait une interview holistique de Shadowcat. Pour commencer, peux-tu nous faire un petit résumé de ton histoire holistique ? Comment tu y es venu ? Les jeux de rôle avec lesquels tu as commencé ? Est-ce que tu as fait une pause avant d'y revenir ? Alors ça remonte, ça remonte à il y a très longtemps. Donc la façon dont j'ai découvert le jeu de rôle, ce n'est pas un souvenir extrêmement précis, mais je devais avoir peut-être entre 14-15 ans. J'avais pour habitude de jouer au jeu de rôle point and click sur, à l'époque, on parle des années 90, sur l'Amiga 500. Et peut-être que j'ai trouvé un Casus Belli ou quelque chose comme ça. Et j'ai découvert qu'il existait également des jeux de rôle papier, pas que jeux vidéo. Et donc j'ai lu des Casus Belli, donc des scénarios de jeux de rôle, sans y jouer. Et j'avais peur de prendre contact à l'époque avec une association de jeux de rôle dans ma ville, parce que je savais que c'était quand même un loisir très masculin. Et j'étais pas forcément à l'aise avec l'idée d'être la seule fille. Donc finalement, ma première expérience de jeu de rôle, elle date, c'est quand j'avais 18 ans, via un groupe d'amis. En fait, je suis partie en vacances avec plusieurs amis et dans ce groupe, il y avait un maître du jeu. Donc comme en plus, on était partis à la plage, mais il faisait pas beau, raison de plus pour jouer au jeu de rôle. Et il nous a fait jouer à Donjons et Dragons. Et ensuite, je crois qu'il nous a fait jouer à Shadowrun. Et c'est un univers qui m'a plu. Donc moi, le premier jeu de rôle que j'ai maîtrisé, c'était Shadowrun. Parce que l'univers de science-fiction me plaisait. Dans mon adolescence, j'avais lu plusieurs livres de science-fiction, donc voilà. C'est un univers qui me parlait plus que m'être fan. Donc on est au début de tes jeunes années de jeux de rôle. Est-ce que tu as continué à en faire régulièrement ou est-ce que tu as fait des pauses et est-ce que... Alors là, j'avais donc 18 ans. Je pense que j'y ai joué pas mal jusqu'à 20 ans. Et ensuite, quand on s'est séparés pour faire des études supérieures, certains ont dû quitter la ville où on était. Donc on s'est séparés géographiquement. Là, ça s'est vraiment calmé. Et je ne sais plus, peut-être avant la trentaine, j'ai maîtrisé une partie de Chin, juste le premier scénario de la campagne. J'ai maîtrisé aussi du Shadowrun. J'y suis revenue, je sais plus, vers 35 ans. Enfin voilà, il y a eu des pauses un peu comme ça. D'accord. Je joue pas au jeu de rôle tous les mois depuis 20 ans. Et quel est ton parcours de ces dernières années dans la communauté holistique ? Faut quand même rappeler que j'ai commencé à jouer plus fréquemment au jeu de rôle grâce à l'association Sièvre Mettez Jouer. Et ensuite, avec l'âge qui évolue et les goûts également, j'avais envie de trouver des joueuses qui aimaient les mêmes univers que moi. Et aussi, en parallèle avec toi, on avait envie de garder des souvenirs de nos parties parce qu'on en a eu quelques-unes mémorables. Et donc, la création de la chaîne a fait évoluer mon rapport au jeu de rôle. J'ai fait plus de distanciel en jouant sur d'autres chaînes. On a rencontré d'autres personnes, effectivement, qui partageaient notre même vision du jeu de rôle. Je vais te faire maintenant une espèce de questionnaire qui appelle une réponse a priori courte, mais en fait, moi, je veux bien que tu les développes. Si tu étais un univers de jeu de rôle ? Ça serait un univers futuriste. De science-fiction, les univers que l'on voit dans les
Film de Blade Runner, à la cyberpunk, à la Shadowrun. Donc tout ce qui est anticipation. Oui, des villes immenses, ouais, enfin, en fait, c'est l'image. L'image d'une ville la nuit, j'aime bien. J'aime bien, je sais pas comment dire, tout ce qui est, oui, ce qui a un rapport au futur. Donc, dans Shadowrun, il y a des tatouages qui bougent, les gens ont des coiffures improbables. Oui, tout ce qui est futuriste. Donc ça va un peu avec ma deuxième question qui est si tu étais une époque de jeu. Donc on est plutôt sur du futuriste. Mais il y a plusieurs styles de futuriste. Il y a le space op, le post-apo, l'anticipation, les dystopies. Je sais pas quel... Bah, c'est celui que je viens de dire. C'est-à-dire que pas un futur proche, mais urbain à outrance, avec un développement de l'humanité. Il y en a certains, ils peuvent être augmentés. Là, on trouve ça dans Shadowrun, on trouve ça beaucoup dans Cyberpunk. Du transhumanisme un peu. Voilà, transhumanisme. L'évolution de la société dans 40, 50, 100 ans. Voilà, mais on n'est pas... Effectivement, je suis pas dans Star Trek, je suis pas avec les vaisseaux... J'aime bien aussi, mais c'est moins mon univers de prédilection. D'accord. Si tu étais une caractéristique, quand tu fais un personnage, tu as des caractéristiques, on prend donjon, etc., force, endurance, machin. Si tu étais une caractéristique, quelle serait celle qui te colle le mieux, en fait, le plus à la peau? Ben, c'est pas très facile de répondre parce que les caractéristiques, elles varient selon les jeux de rôle. Mais bon... Je dirais, c'est une caractéristique qu'on retrouve pas dans certains jeux de rôle. Je pense à Donjons et Dragons, on trouve la sagesse. Peut-être que dans l'Appel de Cthulhu, on trouve intelligence. Enfin, voilà, tout ce qui est plutôt... Dans le mental, quoi. Ouais. Et si c'était une compétence? Oh là là, bah là aussi, il y en a des milliers. Même si c'est pas mon univers de prédilection, quand je peux, j'aime bien tout ce qui est magie. Et donc, pour répondre pour un univers futuriste, tout ce qui est hacking, j'aime bien. On a la matrice, etc. dans Shadowrun. Et puis, je sais pas, par exemple, s'il y avait... Alors, par contre, dans Cthulhu, par exemple, des univers un peu plus réalistes... compétences. Bah, y a l'occultisme dans Cthulhu, mais je sais pas si... Ouais, alors le problème, je trouve, c'est que c'est pas... On n'en fait pas souvent. Je sais pas, j'ai pas eu souvent l'occasion de faire des jets d'occultisme. Oh, j'allais dire, ce qui me vient comme ça, c'est une langue étrangère ou latin. C'est-à-dire, on voit un texte et les autres n'arrivent pas à le lire et toi, t'arrives à déchiffrer et à comprendre le message. Ça, j'aime bien. Ouais, ça rejoint un peu le hacking, qui est le... Ouais, l'écriture de... Lire une autre langue étrangère pour la plupart des gens. Si t'étais un personnage... Je vais te répondre par univers parce que c'est trop... En plus, moi, j'aime bien varier, même si, à mon avis, mes personnages ont un peu tous un point commun. Parce que justement, typiquement, j'aime pas jouer des barbares. Et tous les autres types de personnages un peu similaires qu'on peut retrouver dans d'autres univers. Bah, donjon... Donc médiéval fantastique, quoi. Bah, ouais, je sais pas, j'allais te dire ce que je joue en ce moment, donc druide, mais je sais pas s'il y a des druides dans tous les jeux de rôle de médiévaux fantastiques. Parce que j'aime bien, il y a de la magie, mais il y a aussi un rapport à la nature et aussi le fait de se transformer, j'aime bien. Cthulhu, c'est... Je sais pas, parce que Cthulhu, c'est un peu le personnage ordinaire qui vit des choses extraordinaires. Donc, 1920, quand t'es une femme, on te sort souvent soit, au mieux universitaire, sinon infirmière, sinon dilettante. C'est pas des choses qui me disent, génial, je vais jouer universitaire. Bon, un type de personnage qui privilégie l'intellect, voilà. Et puis, futuriste, Shadowrun. Je pense, j'aimerais bien
Dans Shadowrun, il y a des personnages. Alors c'est plutôt une attaquante, mais avec, tu sais, souple, discrète, mais avec des lames. Enfin, je crois que Samouraï des rues. Oui, c'est ça, Samouraï des rues aussi, ça peut me plaire, des choses comme ça. D'accord. En fait, t'aimes bien aussi des personnages qui servent qui sont utiles, quoi, qui sont pas à côté en retrait, qui sont actifs dans le scénario. Si t'étais un type de joueur, on en a parlé souvent, il y a les semi-passifs, les passifs, les semi-actifs, les actifs. Est-ce que tu saurais où te situer? Est-ce que vraiment on sait exactement comment on est entre comment on se voit et comment les autres nous voient? Je pense que je suis semi-active. C'est-à-dire que je vais pas prendre la parole tout le temps ou prendre le lead, sauf s'il y a personne qui le fait, et des fois ça peut arriver. Mais je n'aime pas non plus être le type de joueuse spectatrice. Juste, ça me va de regarder les autres jouer, j'ai passé un bon moment, non. Donc effectivement, comme j'aime bien faire des personnages qui sont utiles à l'histoire, j'aime intervenir, j'aime pouvoir faire des actions sans monopoliser tout l'espace. Bien, merci beaucoup. On continue. On va partir toujours dans le jeu de rôle, mais c'est des questions qui me sont venues en rapport. Si t'étais une bande son que tu mettrais pour une partie, une bande son que t'aimes écouter quand tu crées, une bande son, quelque chose, une musique. C'est tellement vaste. Les bandes son que je mets quand je crée sont pas les mêmes qui sont en partie. Enfin, et puis la bande son, elle est adaptée à l'univers dans lequel j'écris. Par exemple, celle qui te revient le plus là en ce moment dans un aspect créatif en jeu de rôle solo par exemple ou des choses comme ça, est-ce qu'il y en a une qui se démarque d'une autre ou pas du tout? Non, même réponse. En fait, par exemple là, j'ai fait un jeu de rôle solo très court dans l'univers de l'espace. J'ai écouté Interstellar quand je l'ai écrit voilà. Donc, mais après, quand je fais un jeu de rôle d'horreur, j'écoute. Des fois, j'écoute de l'ambient. Je sais pas si les gens connaissent. Oui. C'est vraiment des musiques où il n'y a pas de paroles et justement. Parce que on peut dire que c'est quand même une partie importante de ton univers, le son, la musique. Et je te vois tout le temps créer. En tant que MJ ou quand tu fais tes jeux solo en écoutant de la musique, t'écoutes tout le temps de la musique pour te mettre dans une bulle, et donc je sais que c'est important pour toi et je sais que dans ta création c'est aussi important. Oui, ça aide à s'immerger et ça peut aussi renforcer l'émotion en création et en partie, même si nous, on peut le rappeler, on joue sans musique puisque on doit monter nos parties pour ensuite les rendre agréable à l'écoute en podcast, donc la musique sera ajoutée après. Mais sinon, dès que c'est possible, oui, une musique bien liée à l'univers dans lequel j'écris ou je joue. Si t'étais une émotion en jeu de rôle? J'aime ressentir des émotions. J'ai presque envie de dire quelles qu'elles soient, parce que j'aime la surprise. Ça, j'aime bien être surprise par. Il y a eu des scénarios que tu as fait jouer où je me disais ah ouais c'est beau, c'est plié, et en fait non, c'était pas la fin. Il y avait un autre truc après. Donc là, voilà. J'aime bien rire aussi. Ça peut arriver même dans les jeux de rôle d'horreur. Mais t'as raison, la surprise c'est quelque chose qui est revenu régulièrement, quoi. T'aimes bien quand il y a pas forcément un twist, mais quand tu sais pas à quoi t'attendre, quand ça t'emporte. Et c'est peut-être ce qui ressort le plus. En plus, c'est comme tout, plus tu joues au jeu de rôle, plus des fois tu devines ce qui va se passer parce que t'as déjà soit lu des scénarios, soit fait des parties où ça se ressemblait. Donc, par anticipation, le cerveau il se dit ah ouais, je pense qu'il va se passer ça, non. Et voilà, quand c'est pas ça, effectivement, c'est. Si t'étais un objectif futur en jeu de rôle, vers quoi tu tendrais? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir?
J'aimerais être plus MJ. Alors tu vas me dire, bah bien sûr, vas-y. En fait, ça sous-entend une difficulté, c'est peut-être avoir des attentes moins élevées de résultats de partie quand je prépare un scénario. Répondre à la grande question, comment préparer un scénario rapidement et que ça soit quand même fun et acceptable et pas justement trop préparé. Parce que clairement aujourd'hui, moi, ma difficulté, c'est que j'aime beaucoup le côté créatif de la préparation, mais je crois que je me mets trop de pression et j'ai de l'appréhension vis-à-vis de l'improvisation, qui est quand même une part importante du rôle de MJ. Dans laquelle tu te débrouilles très bien à chaque fois que tu en as fait, d'ailleurs. Mais... Merci. Mais voilà, donc j'essaye de me préparer au mieux, et à force de me préparer, plus on a des vies, on a des métiers, ça me prend du temps, et après je me dis, avec tout le temps que j'y ai mis, est-ce que je vais quand même le sortir pour peut-être être un peu, je suis désolée, mais déçue, parce que ça va créer une attente élevée de ce que ça va donner au final. Et donc en fait, peut-être que si je passais moins de temps à préparer, j'aurais moins d'exigences. Si tu avais moins d'attente, ou si tu acceptais que l'attente, c'est peut-être pas... faudrait peut-être la déplacer. Est-ce que l'attente, c'est le plaisir de tout le monde autour de la table et c'est pas... Oui, est-ce que j'accepterais que en fait, j'ai créé un scénario, j'ai imaginé des scènes pendant que je l'ai créé, mais à partir du moment où je le joue, c'est une proposition. C'est ça. Et comme une pâte à modeler, les joueurs vont créer ce qu'ils ont envie avec ce que je leur propose. C'est pas pour autant qu'ils vont pas passer un super moment, d'ailleurs. Oui, mais alors ça c'est un autre sujet intéressant. Ça serait comment, en tant que joueur, on peut aussi retranscrire au MJ à quel point on a apprécié ou pas. Et en tant que joueuse, des fois, au bout d'un certain temps de partie, on est même un peu trop fatigué, ou on oublie de dire qu'il y a des moments qui nous ont vraiment bien plu. Mais bon, retour de partie, après... Si t'étais un style de jeu, narratif... Jeu de rôle, hein. Ouais, jeu de rôle. Oui. Avec des dés, pas de dés... Avec des dés. Il y en a pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que les jeux de rôle où ta compétence est liée à un type de dés me plaisait. Je crois qu'on a eu ça dans Tédéum pour un massacre. Ouais, il y a de Deadlands aussi. Ça, j'ai jamais joué à Deadlands. Donc, je lance un appel. Quand on dit... parce qu'il y a des dés qu'on utilise rarement. Alors, il y a le fameux D12. Alors que on joue avec des D12 dans Myr, le jeu de rôle français de Little Ducha. Le D8 n'est pas très utilisé. Ouais. Dans Célestopol, c'est un D8. Le D4, effectivement. Maintenant, il y a Triangle Agency, là, mais qui n'est pas encore sorti, qui utilise que des D4. Mais oui, chaque fois, choisir un nouveau dé et le lancer. Déjà, t'aimes bien lancer des dés. Oui, mais pas à tout bout de champ. Voilà, j'ai pas... Quand il faut, quand ça représente le hasard... Quand t'as une chance de réussir ou pas. Donc narratif avec des dés. Après, on joue beaucoup à Cult sur la chaîne, et finalement, lancer peu de dés pour ce type de jeu de rôle ne serait pas complètement gênant. Après, j'ai pas envie non plus que le MJ décide tout à ma place parce que ça l'arrange, et donc moi je jette pas du tout de dés. Mais c'est un juste équilibre. Un juste équilibre, et puis selon l'univers aussi. Alors. Oui, finalement, parce que on joue pas de la même manière à Cult qu'on joue à Shadowrun, quoi. C'est pas... Si t'étais une organisation de jeu, campagne, scénario, one shot enchaîné. One shot. One shot pour pouvoir avoir fini une histoire en 3-4 heures. One shot pour pouvoir avoir la liberté de changer d'univers. Je suis en train d'apprendre à appréhender, voire aimer le style campagne, mais je reste encore à convaincre parce que j'aime pas cette période où les gens vont, dans le cadre d'une campagne, tu vois, à un moment donné, on sent qu'il y a une baisse de régime, qu'on n'arrive plus trop à trouver de date,
que ça fait tellement longtemps qu'on n'a plus joué qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Ouais, c'est l'organisation extérieure. La baisse de motivation. Pas tellement sur l'aspect campagne, c'est surtout la logistique extérieure et tout ça. En fait, au bout d'un moment, quand on n'y joue plus, moi, j'ai envie de jouer à autre chose, mais en fait, je suis encore comme un fil à la patte avec ce truc. Si on faisait une campagne comme quand on était jeune sur un mois d'été, chaque jour, chaque soir, on continue la campagne, forcément, il y a un rythme effréné et qui fait que c'est un long one-shot. Il y a même des campagnes où personne ne dit que la campagne, on l'arrête, quoi. On n'en parle plus, tout le monde a fini par oublier, les gens ne se voient plus, et donc on se dit, la campagne, elle s'est arrêtée, quoi. Je trouve pas ça normal. Il y a un système de one-shot enchaîné c'est plusieurs one-shots consécutifs qui se construisent avec plus ou moins les mêmes joueurs et qui peuvent former une trame générale de campagne. On avait dit qu'on essaierait, on n'a pas encore fait sur la chaîne. Effectivement, moi je suis pas opposée à ça et ça me choquerait pas non plus de moduler en fonction de la disponibilité du joueur. Il y a des univers qui sont des jeux essentiellement à campagne. Oui, ça c'est vrai. Donc c'est dommage. S'il ne devait en rester qu'un jeu de rôle. Alors en tant que joueuse et en tant que MJ. Alors, en tant que MJ, j'allais dire spontanément mon jeu de rôle de cœur, mais ça fait tellement longtemps, paradoxalement, que j'ai pas mis le nez dedans. Peut-être que je verrai ses défauts. J'ai envie d'en citer 2 ex-aequo quand même. Tu peux. Donc Shadowrun, évidemment, V4, premier jeu de rôle maîtrisé, futuriste, science-fiction, avec plein de thèmes, moi, que je trouve intéressants d'anticipation, dans le sens où on pousse au paroxysme des travers de la société actuelle. En plus, pour voir. Ouais, mais il y a les méga corpos aussi. Enfin, quelque part, aujourd'hui, si on prend du recul, est-ce que dans les années 80, ça, un jeu de rôle des années 80, est-ce que finalement, c'était pas un petit peu une vision intéressante du sujet? Donc, il y a tout ça qui me plaît. Et côté un peu mercenaire me plaît. Et l'autre, parce que vraiment, je le trouve très inspirant, mais il est dur. Il est dur dans le sens quand t'es aussi bien MJ pour préparer des scénarios que joueur pour appréhender l'univers. Eh bien, c'est Myr. C'est de la dark fantasy, low fantasy. C'est un jeu de rôle français et je trouve que tous les pré-tirés qu'ils ont faits, ces systèmes de savoir qui sont équivalents à des pouvoirs, c'est très original. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'originalité et aussi cet univers gothique noir, en fait, romantico-gothique aussi. Je fais poser des questions aussi. On trouve pas dans beaucoup de jeux de rôle. Alors, il y en a peut-être que je connais pas, donc mettez en commentaire si vous connaissez des jeux de rôle qui ressemblent à Myr, comme ça, romantico-gothique, sombre. On peut le trouver un peu dans Ombre d'Estérène aussi. Alors, peut-être, mais en fait, les Ombres d'Estérène, je trouve qu'on y trouve des choses peut-être communes à d'autres jeux de rôle. Enfin, oui, c'est pas c'est que réaliste. original, c'est un ovni, c'est pas. Ouais, là, il y a des, c'est ça. C'est son originalité qui fait aussi sa difficulté. On retrouve ça pareil. T'as des ethnies complètement créées, avec des façons d'organiser leur société différentes par pays. Mais bien évidemment, ça vient de quelque chose des choses qui sont connues, parce qu'il y a un aspect assez psychologique dans Myr. Mais bon, moi ça, je l'ai jamais vu dans d'autres jeux de rôle où tu retrouves souvent des bases d'autres. En tant que joueuse, tu en aurais un ? Je vais dire Cult pour l'expérience de jeu, vraiment en prenant de l'âge. J'aime beaucoup explorer toutes les possibilités que permettent le roleplay. Cette interaction avec le MJ, avec les autres joueurs, l'incarnation du personnage, c'est vraiment dans ce jeu-là que ça m'a permis de l'améliorer, de le travailler, grâce au background finalement, qui est vraiment très 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 détaillé, ce qu'on trouve pas dans d'autres jeux de rôle. Alors on peut le faire, mais moi je l'avais pas beaucoup vu dans le fameux classique Cthulhu,
Des fois, on te donne ta fiche de perso, et moi, ce que je faisais, c'est que je regardais mes compétences pour voir à peu près quel style de personnage j'allais incarner, mais c'est très difficile d'avoir une feuille comme ça et de te dire ok, je vais incarner une universitaire, mais faudrait que je lui crée sa vie. Est-ce qu'elle a des frères et sœurs? Est-ce qu'elle habite loin de chez elle? Est-ce qu'elle habite toute seule? On pourrait, mais c'est pas du tout des automatismes que j'avais quand j'ai commencé le jeu de rôle. Donc là, dans Cult, évidemment, comme ce sont des personnages, on va dire, torturés psychologiquement, enfin, qui ont au moins un sombre secret, ça, ce sont des aspects que tu peux incarner dans la façon d'être du personnage. Donc ça s'oriente tout de suite ton RP. Donc celui-ci. D'accord. Si tu étais une héroïne ou un héros, mais dans un univers donc holistique étendu, ça peut être des romans, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être voilà. Si il y a un héros ou une héroïne que tu as aimé incarner ou que tu aimerais incarner ou qui est une inspiration un petit peu. Alors, j'ai du mal avec ce genre de questions parce que moi, je suis pas forcément fan des... Ah oui, l'aspect héroïque en jeu de rôle, je vois pas. Par contre, en fait, dans les jeux vidéo, souvent, tu en incarnes. Alors, je vais en citer deux complètement différents. Moi, je mise sur Shepard. Oui, mais avant, il y a Guybrush Threepwood. Ah, j'y pensais aussi, effectivement. Donc, il veut être un pirate... Monkey Island, merci. Connais que ça, et puis après, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que, là, par contre, c'est l'anti-héros. Enfin, c'est... Puis c'est la grosse Madeleine de Proust aussi, oui. Commune à toi et moi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais c'est l'humour. C'est, je vais être un pirate, mais je suis un loser. Mais finalement, je deviens quand même un pirate. Donc, c'est peut-être un anti-héros. Et N7, oui, le spectre Shepard de Mass Effect. Parce que là, effectivement, on est dans du futurisme, mais là, plus space op, complètement. Puis une leaduse, elle mène des hommes, Oui. Oui, c'était... Faut placer les choses dans leur contexte. C'était le début des jeux vidéo où tu pouvais incarner une femme, parce que c'était pas forcément un choix. Alors, je parle d'il y a peut-être 20 ans, là. En plus... une commandante, mais pas on tombait pas dans les clichés féminins. Donc il y avait, je pense, pas beaucoup de différence entre le commandant et la commandante. Et oui, alors après, ce que j'aime bien aussi dans Mass Effect, c'est ce que j'aime bien aussi en jeu de rôle, c'est t'as une équipe et t'as besoin de toutes les compétences de l'équipe pour mener à bien ton objectif. Donc il y a ça aussi. On va retourner un petit peu dans le jeu de rôle. Si tu étais une satisfaction rôlistique, quelque chose que tu es heureuse d'avoir accompli dans le monde, dans l'univers du jeu de rôle, est-ce que sur toi-même une satisfaction, est-ce que être MJ à des jeux de rôle difficiles, avoir collaboré avec des gens que t'écoutais et que tu voulais collaborer avec, ce genre de choses, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Oui, tu as raison. La première satisfaction, c'est d'avoir créé mes propres scénarios, de les avoir fait jouer, parce que c'est quand même 2 étapes, et la troisième, que les joueurs aient apprécié. Là, c'est le trio gagnant, on va dire. Oui, effectivement, un autre aspect, c'est faire des rencontres de MJ, de joueurs, d'autres chaînes, avec des échanges très intéressants, de points de vue différents sur le jeu de rôle. Voilà, élargir nos rencontres rôlistiques plus qu'à la ville dans laquelle on vit. Si tu étais un nombre de joueurs pour une partie? 3. 3 joueurs et le MJ ou la MJ. Oui, voilà, 3 joueurs, comme ça, il n'y a pas 2 groupes de 2 quand on est 4, et je suis pas du tout fan, voire j'aime pas jouer à plus de 4 joueurs. Parce qu'il y en a forcément
plusieurs qui vont rester sur le carreau pour pas dire s'embêter, quoi. Et moi, en tant que joueuse, je viens pas pour 3-4 heures pour parler une demi-heure, quoi. Enfin, ça me va pas. Il faut que je sois dans l'action. Donc là, plus t'es nombreux, plus ça risque d'être le cas. Si tu étais le plaisir que tu peux décrire du jeu de rôle solo. Quand tu fais du jeu de rôle solo, c'est quoi ton vrai plaisir à l'intérieur? C'est la pure création. Et en fait, cette création, elle engendre une sorte de bulle. Donc, c'est-à-dire, on est coupé de l'extérieur, du temps, des divers soucis, de la routine, etc. Et c'est ce qu'on appelle un peu, je crois, le flow créatif. Donc, il y a un mélange de temps suspendu avec la satisfaction de créer quelque chose soi-même, voilà, une histoire soi-même. Et si t'étais un jeu de rôle solo, est-ce qu'il y en a un qui ressort là, dans ce que t'as pu expérimenter ou que t'aimerais expérimenter? Ça, c'est très difficile parce que j'ai joué à beaucoup de jeux de rôle solo, mais en fait, ça fait pas très longtemps que j'y joue. Pour l'instant, c'est pas le plus simple. C'est le premier auquel j'ai joué, mais je trouve que c'est le plus... Il coche plusieurs cases, en fait. Donc, je parle de Chronique d'un vampire millénaire, que vous pouvez trouver aux éditions La Loutre Rôliste en français. En fait, donc, bien sûr, comme son nom l'indique, il faut aimer les univers de vampires, style Anne Rice, Entretien avec un vampire, donc le vampire qui finit par être torturé ou en décalage avec l'époque dans laquelle il vit. Et donc, l'ambiance est là. Le système est intéressant parce que est logique avec l'univers puisque c'est un système de carnet et de souvenirs avec des nombres de souvenirs maximum. Donc, à un moment donné, il faut enrayer. Donc, c'est la symbolique de l'oubli, etc. Et aussi, il y a cet aspect... tu traverses le temps, l'histoire, comme ton vampire. Donc, à chaque fois, il y a un cadre historique, même si ça représente pour moi une difficulté parce que je suis pas hyper calée en histoire. Ça me fait penser un peu au jeu de rôle que j'ai découvert récemment, Néphilim aussi, qui se cadre bien, qui mêle des aspects historiques réels avec la fiction. Et là, c'est aussi le cas, en fait, il va dans un contexte historique, par exemple la Révolution française, eh bien, il arrive des choses à ton vampire qui va peut-être croiser des personnages historiques, etc. Donc voilà, c'est un univers riche, l'ambiance est là, la mécanique, alors ça remonte, c'est peut-être pas la plus simple, mais ça fonctionne une fois que t'as pris le coup. Et aussi, tu peux... moi, je faisais du journaling, donc je pouvais en faire un peu et sauvegarder la partie et y revenir. Oui, et puis c'est un truc qui dure un peu dans le temps, c'est tu savoures. Oui. J'ai une dernière question sur... alors, elle n'est pas très holistique, c'est un peu plus pour parler de toi, qui tu es. Est-ce que tu aurais une devise ou une pensée favorite? Quelque chose qui te vient, un mantra, quelque chose qui te plaît? En rapport avec le jeu de rôle? Ou pas? J'ai quelque chose qui me vient, mais c'est pas facile à mettre en application. Enfin, ça dépend des personnalités. C'est un peu... oser, vous ne le regretterez pas. Parce que, voilà, je peux aimer créer, faire des choses et pas forcément oser passer le cap de maîtriser. C'est souvent ça, en fait. La position de MJ, moi, qui pour l'instant... est pas forcément très facile. En tant que joueuse, il n'y a pas de souci. Mais ouais, je vais peut-être rester là-dessus. Oser, vous ne le regretterez pas, parce que un point qu'on n'a pas abordé, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est on peut aussi en partie oser dire là, ce que tu as dit, ça me pose problème, ou là, ces thèmes, ça me pose problème. Voilà, oser communiquer. Et oser faire des choses qui sortent de l'ordinaire, voilà. Ouais, merci beaucoup.
Il y a quelques questions d'auditeurs que je vais te poser maintenant, je veux dire. Première question, quand est-ce que tu vas maîtriser à nouveau un scénario sur la chaîne? Eh oui, voilà, j'en ai parlé pendant toute l'interview, la difficulté que ça représente pour moi. Alors, il y en a, j'en ai dans les placards. Donc comme ça, vous allez pouvoir un peu peut-être me motiver en me disant ouais, ça je voudrais bien. J'ai un Maléfice. C'est un scénario qui est paru dans un casus belli que j'ai un petit peu adapté, qui est prêt, mais il demande 3 joueurs, dont une joueuse, et il nous manque une joueuse. Mais bon, je pourrais retravailler ce personnage féminin en un masculin, mais voilà, je m'y suis pas mise parce que à un moment donné j'ai eu ma période je vais faire du Maléfice et puis après je passe à autre chose. Mais voilà, en fait je pense que je le mets de côté parce que j'espère pouvoir avoir une joueuse. D'accord. Mais je ne sais pas, il faudrait aussi une joueuse qui veuille être enregistrée, qui aime bien le RP, et c'est comme je pense pas mal de scénarios de Maléfice, c'est pas forcément un scénario très simple. Donc voilà. Il y a aussi un scénario c'est une adaptation d'un livre que j'ai lu, La rivière de Peter Heller. J'ai essayé d'en faire un scénario de jeu de rôle. Je l'ai playtesté avec Salem et Coccinelle en ligne et la partie a duré 1h30. Donc ça m'a choquée. Je me suis dit, il y a un problème dans mon scénario. Et depuis, j'ai pas eu le courage, je pense que c'est ça, de le retravailler. Parce que ça m'a, je pense, un peu vexée là d'avoir fait 1h30. Mais après tout, voilà, pourquoi pas aussi. Et donc ça serait pour 2 joueurs, ça serait pour Yarian et toi. Avec le système de culte, mais pas un scénario cultien en fait. Donc voilà, comme ça m'a un peu refroidi, j'ai pas osé le ressortir. Et j'ai vu suite à notre post, qu'il y avait des personnes qui avaient parlé de Myr et que j'ai dit que c'était effectivement un jeu de rôle de cœur. Là, j'ai commencé à adapter parce que j'ai un scénario existant dans le recueil de scénarios pour le simplifier parce qu'il est cité comme 5 à 8 heures. Moi, je vais partir pour 5 à 8 heures. Il faut que ça rentre dans 3-4. Donc là, c'est vraiment les prémices de la préparation. Donc, pour répondre à la question, eh bien... Dès que possible. Ouais, en fait, bon, après, on a nos vies aussi. Au niveau du taf, ça va peut-être se calmer un peu, me permettre de travailler un peu plus les scénarios. Mais oui, c'est bien. Il faut me le rappeler parce que voilà, j'ai cette difficulté de préparation. Et j'ai aussi une comparaison difficile avec Deep Shadow. Pas du tout, parce que... Maître S, maître du jeu. Donc quand tu passes après, c'est un peu chaud. Ouais, Mais, je m'inscris en fond. Mais voilà. Deuxième question, est-ce que tu es nostalgique de nos parties et est-ce que il t'arrive de les réécouter? Alors, nostalgique, c'est pas forcément le mot que j'emploierais. Par contre, effectivement, il y a des parties où je me suis dit « Ah, j'ai hâte de réécouter », enfin de l'écouter en podcast monté, parce que c'était vraiment un bon moment vécu et que l'histoire était sympa. Il y a aussi des parties de cult où des fois j'entends pas ce que les autres disent, donc quand j'écoute la partie, je découvre des moments. Mais c'est plutôt un plaisir de réécouter une histoire qu'une nostalgie en se disant enfin, on va peut-être dire nostalgie heureuse que nostalgie déprimée, mais d'accord. Voilà. Autre question, quels sont tes auteurs et livres préférés? Oh, c'est vaste. Alors déjà, il faut savoir que matière de livres, moi c'est un peu comme matière de jeu de rôle, c'est que j'aime bien la variété, j'aime bien l'éclectisme et le changement. Alors, c'est difficile. Pour l'univers, pour la création d'un univers, je dirais Frank Herbert pour Dune.
pour le style thriller nature, je dirais Peter Heller, qui a fait La Rivière, mais qui a fait aussi La Constellation du Chien, qui est du post-apo. Et je trouve ça rafraîchissant, j'aime beaucoup. Et oui, mais en fait, j'aime bien découvrir d'autres styles, mais j'aime bien l'anticipation. La réponse à cette question, c'est dans la bibliothèque, il y a la pile à lire, et puis il y a les livres qu'on garde. Ouais, mais en fait, sont inspirants, mais ils sont très variés. C'est ça. Quand je regarde les livres que je garde, en fait, ils sont différents styles parce que c'est différentes humeurs. Donc envie de lire des choses. Moi, je suis pas maniaque je lis que des thrillers ou je lis que des trucs. J'aime bien changer, donc voilà. Mais je pense que on trouve quoi ? On trouve du post-apo, de l'anticipation, du space opéra, un petit peu de thriller, du fantastique, une survie. Dans le même style, est-ce que tu es fan de séries, de films ? Si oui, lesquels ? Alors, les séries. Fan de séries, j'aime les séries. Je suis difficile. Les séries qui m'ont marqué, ce sont des vieilles séries, hein, mais il y a Lost, les disparus. Les premières saisons, hein, parce que à partir du moment où le scénariste, c'est un peu la même chose sur Game of Thrones, hein, à partir du moment où les bons scénaristes sont partis de la série, ça n'a plus d'intérêt. En fait, moi, ce que j'adore, c'est toujours pareil, c'est l'histoire. Alors, il y a des dialogues magnifiques dans Game of Thrones, je trouve. Il y a beaucoup de surprises dans Game of Thrones avec, au bout, je sais plus, là, du 3e épisode, il y a un personnage qu'on pense principal qui meurt. Donc, pas l'habitude. Dans Lost, les disparus, on ne sait pas où on est. Il y a des choses fantastiques, il y a des choses étranges. T'aimes bien les mystères. Et les rapports humains. Parce qu'une série que t'aimes bien, c'est Archive 91. Oui, found footage, là, avec un peu Lovecraftien. J'aime beaucoup, effectivement, cette série aussi. Et quelques épisodes de Black Mirror aussi que t'avais bien aimé. Oui, et quand j'avais 20 ans, j'aimais bien Alias pour une héroïne forte qui vit des choses agent double, donc faire des missions, réussir des choses. Mais dans Alias, c'est le même scénariste dont j'arrive pas à retrouver le nom, qui a fait Lost, les disparus en fait. Abrams ? Oui, J.J. Abrams, merci, c'est ça. Et des films ? Mes films préférés ? Alors, c'est pareil, je me retrouve dans les Madeleines de Proust, finalement. Un film révélation de l'adolescence, c'est Matrix, le 1, que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Après sa sortie, évidemment, hein, pas les nouvelles sorties que certains cinémas font. Avec, c'est pareil, hein, là, moi j'appelle ça futuriste science-fiction. Hein, on est là-dedans avec l'homme sur la machine, les réflexions philosophiques que ça amène. Un film easy watching, mais je trouve quand même qu'il y a des bonnes choses. C'est Constantine. On retrouvera à chaque fois l'acteur Keanu Reeves. J'aime bien. Là, il y a du fantastique, il y a une histoire. On va dire, c'est de l'horreur contemporaine dans un univers contemporain, et je trouve que il y a des bonnes scènes. Après, tout ce qui est Christopher Nolan, majoritairement. J'aime beaucoup. Donc, on parle de Inception, première claque cinématographique, Interstellar aussi. J'aime pas toutes les polémiques dedans de ouais non mais ça c'est pas possible, il dit à ce moment-là non mais c'est bon, on n'a pas besoin. Enfin voilà. Tenet, j'avoue, j'ai eu du mal quand même, mais c'est beau, c'est une belle proposition de cinéma. Et en général, moi je suis pas déçue, même si par exemple Dunkerque j'avais moins aimé, mais c'était très beau visuellement quand même. Il y a toute la trilogie Dark Knight aussi, avec un fameux Joker qui est plausible, qui est intéressant dans cette relation entre le Batman et le Joker, qui a besoin de qui, à quel point ils peuvent vivre sans l'autre, etc.
Voilà. Merci. Quel est le scénario sur la chaîne que tu as préféré jouer? Ça va demander quelques minutes de réflexion là, parce que. Et une question qui va avec, c'est quel est celui qui t'a le moins plu? C'est pas cool. La deuxième question n'est pas cool. Je pense savoir pour le deuxième. Ah, vas-y, tu penses auquel? Maelstrom. Alors, ça m'a. C'est pour pas dire que ça m'a moins plu. C'était le plus dérangeant, le plus malaisant, avec un peu The Driver parce que j'étais toute seule. Là, j'étais pas toute seule, mais il y avait quand même des thèmes qui flirtaient à la limite du gérable. Donc, je sais pas, j'hésite entre Tyver Brook et Red River parce que je crois que j'aime bien incarner des flics torturés. D'accord. C'est des séries que j'ai pas citées. Bah tiens, j'ai pas cité True Detective saison 1. Et donc, alors là, faut le voir. Et donc j'aime bien ça. Mais voilà, majoritairement quand j'ai des scènes intenses avec soit parce qu'il arrive quelque chose à mon personnage, soit avec d'autres joueurs. J'aime beaucoup ça, donc je retrouve ça dans beaucoup de. Est-ce que tu as d'ailleurs un moment fort en jeu de rôle qui t'est marqué, un souvenir d'un moment fort? Il y avait un moment fort, mais il n'existe pas sur la chaîne parce que c'était suite à ce moment-là qu'on a créé la chaîne. C'était dans l'invitation où en fait avec je comprends qu'il y a un autre joueur qui est responsable, qui a utilisé le corps du fils de mon personnage. On est menacé de mort, qu'on est coincé, et qu'il faut qu'on s'allie. Et en fait, il me fait la révélation et mon personnage, il va au-dessus, quoi. Il passe au-dessus pour les sauver tous les deux. Enfin, il y a eu un moment, voilà, quand il me révèle la chose, etc., d'émotion fort. Je crois que j'y avais aussi. Je crois que c'est dans. Alors, je sais plus si c'est Tyver Brook justement ou Red River. Je crois que c'est Tyver Brook où mon personnage perd. Fait un jet de garder le contrôle. Il échoue et donc je braque un prêtre, je crois, parce que j'ai mon problème psychologique là, quand on appelle ça. En fait, j'ai un souvenir marquant qui refait surface. Refoulé. Voilà, souvenir refoulé qui me fait crier et pointer mon arme sur la personne. Je sais plus si je tire ou un truc comme ça. Donc, en fait, ce sont les moments où j'arrive presque à faire entre gros guillemets, entre mon personnage et mon émotion. Voilà. Et dernière question. Quels sont tes projets pour 2026? Les projets pour 2026, rôlistiquement, eh bien, j'ai entendu et donc j'aimerais bien faire être plus MJ. Donc, notamment du Myr. Il faut savoir aussi que, je ne sais pas si c'est une coïncidence, il y a des personnes qui ont cité Métro 2033. Alors, j'ai ce jeu de rôle depuis peu de temps. J'aimerais bien en faire un scénario. Enfin, il y a quelques scénarios, mais pas beaucoup dans le livre de base, qui me plaisent pas forcément de A à Z. Donc, il faudrait quand même que je les retravaille. Et j'ai aussi le jeu de rôle Vazen, qui lui, je trouve, a l'air d'être facile en préparation. Et il y a un arrivage qui est très très bientôt, Delta Green. Oui, il y a mon pledge de Delta Green qui devrait arriver, mais il y aura peut-être une surprise à la rentrée de 2026 avec une certaine campagne qui serait jouée. Peut-être. Maîtrisée par Yarian. Donc, je ne sais pas si le planning va se décaler, mais oui, le fait de jouer à cette campagne-là, c'est aussi un projet. Et je suis assez... pas à fond, mais quand même. Le jeu de rôle solo, c'est mon dada. J'en achète de plus en plus, donc j'y joue de plus en plus.
Projet 2026, peut-être aussi jouer à des jeux de rôle solo que j'ai achetés et auxquels je n'ai pas joué. Donc ça fait beaucoup de projets là. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment, Shadowcat, et en espérant que ça a pu dévoiler un peu plus sur toi, qui tu étais. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez en commentaire ou à laisser vos impressions. À très bientôt sur Obscurlist.